Mesdames, Messieurs, bonsoir. Malikoura Tassira 3 installe ses quartiers dans l'un des parcs les plus grands du Mali, Cathédrale, situé à une vingtaine de kilomètres de Bamako. Et vous l'aurez certainement compris, nous recevons le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youba Ba. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci à vous d'avoir accepté de vous prêter à nos questions. Votre département a pour mission principale de soutenir le développement durable des secteurs de l'élevage et de la pêche tout en assurant la sécurité alimentaire et en améliorant la qualité de vie des populations. Qu'est-ce qui est fait ou envisagé au profit de nos éleveurs et pêcheurs? Comment se porte le cheptel malien et le sous-secteur pêche? Pour conduire également ce débat, nous sommes avec Robert Dissa de Africable Télévision. Bonsoir Robert. Bonsoir Didia. Monsieur le ministre, parlons d'abord d'élevage. Alors, nous sommes à Cathédrale. Que représente ce parc à bétail pour vous et pourquoi vous avez choisi ce site pour accueillir Malikoura Tassira? Le site, il est vraiment historique. Le site convient parce que nous allons parler d'élevage et plus tard vraiment de pêche. Donc pour nous, ça a une grande signification pour nous-mêmes, mais aussi pour bien sûr les fêtières, parce que ça montre que ces fêtières comptent dans le développement économique et social de notre pays. Alors, je le disais au début de cet entretien, nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Bamako, à Cathédrale. Est-ce que le déplacement des parcs à bétail a-t-il été bénéfique pour les éleveurs? Il est très bénéfique. C'est vrai que nous avons inauguré ce parc à bétail il y a quelques années, mais il faut avouer que ce compartiment n'a jamais été utilisé. Celui qui a été utilisé auparavant, c'est le parc de Bovin. Mais avec les décisions prises par les autorités et du fait sécuritaire, que cette partie est en train d'être utilisée par les marchands à bétail. Regardez bien autour de vous, ce marché à bétail, il y a l'eau, il y a les toilettes, il y a les endroits pour les négoces et effectivement l'espace. Imaginez-vous, cet emplacement c'était 57 hectares. Mais aujourd'hui, nous sommes sur 3 hectares. La partie est est de 5 hectares concernant les bovins. Donc c'est pour dire que vraiment nous allons commencer à utiliser à bon escient ce parc à bétail. Alors Monsieur le ministre, l'ORTM a réalisé un reportage sur les 3 activités majeures organisées par votre département les 6 derniers mois. Il s'agit du lancement officiel de la campagne nationale de vaccination du cheptel, des ventes promotionnelles des animaux à l'occasion des fêtes religieuses et des journées de poissons, suivant le commentaire de Mohamed Kayantao. Le ministère de l'Élevage et de la Pêche est l'un des départements clés du gouvernement. À sa tête depuis juillet 2023, le financier Youba Ba s'est toujours investi à fond pour le plein épanouissement du monde rural, particulièrement les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche. Les activités menées pendant les 6 derniers mois en sont une parfaite illustration. En décembre 2024, le département a initié la campagne nationale de vaccination du cheptel à Konobougou. Cette activité, qui s'est tenue dans la région de Ségou, a été présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. L'objectif visé est de mobiliser les acteurs du secteur afin de réduire l'incidence des maladies animales par une augmentation du taux de couverture vaccinale qui est de 80% du cheptel contre la péripneumonie contagieuse bovine. Plus de 80 millions de têtes sont concernées par cette campagne. À ce titre, il convient de rappeler que sur le rapport du ministre de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres du 20 mai a pris acte d'une communication relative à la stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien et son plan d'action 2025-2029. Ce qui revient à dire que la transhumance est confrontée à des défis, notamment le changement climatique, l'augmentation de la pression foncière, les conflits et la sédentarisation des troupeaux transhumants dans des zones d'accueil.
d'où la nécessité d'appliquer les mesures de police sanitaire visant à assurer une meilleure protection sanitaire du cheptel. À l'occasion des fêtes musulmanes Ramadan et Tabaski, le ministre Youbaba et son équipe ont également initié les ventes promotionnelles d'animaux à Bamako et dans les régions de Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti. Une façon pour le département de mettre les producteurs directement en relation avec les consommateurs. L'un des principaux objectifs est d'approvisionner les grandes villes en bovins et moutons de qualité à des prix avantageux, ce qui a permis de réguler les prix des bovins et des moutons sur les autres marchés des villes, d'empêcher la spéculation sur les prix des animaux et de procurer aux éleveurs des revenus substantiels. En janvier 2025, le ministère de l'Élevage et de la Pêche a organisé les journées du poisson. 3 jours ont été mis à profit pour dégager des voies et moyens susceptibles d'institutionnaliser la journée du poisson au Mali, d'informer et sensibiliser la population sur l'importance de la consommation du poisson. Cette 3e édition des journées du poisson, qui s'est tenue du 9 au 11 janvier à Bamako, aura tenu toutes ses promesses, car elle a permis d'offrir un espace d'échange, de rencontres et de découvertes sur les bonnes pratiques et techniques de production du poisson. À ceci s'ajoute la création d'un cadre pour accroître la production et la productivité du poisson. Les 6 prochains mois seront également chargés pour le ministère de l'Élevage et de la Pêche, car de nombreux défis attendent le premier responsable du département et ses partenaires. Retour sur ce plateau. Monsieur le ministre, en termes de chiffres, à combien peut-on estimer aujourd'hui le cheptel malien? Le cheptel malien, il est évalué à 14 millions de bovins, 24 millions d'ovins, 33 millions de caprins, 640 000 équins, 1 263 000 assins, 1 370 000 camélets, 91 479 porcins et 63 millions de sujets de volaille. Pourriez-vous nous parler des principales zones d'élevage de notre pays et aussi de ce qui est fait pour promouvoir ce secteur de l'élevage? Les principales zones d'élevage du Mali, sachez que l'élevage est pratiqué sur toute l'étendue du territoire. Nous avons 30 millions d'hectares qu'on peut utiliser pour faire l'élevage. Et il faut dire qu'il y a 80% de nos populations qui font de l'élevage. Donc l'élevage est pratiqué effectivement sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est vrai qu'il y a des parties du Sahel occidental, le Mali centre et surtout le nord, qui sont des zones d'élevage pastoral. Maintenant, récemment, effectivement, il y a eu des élevages au niveau des périurbains, Bamako est environ, Kaï est environ, Sikasso est environ, Ségou est environ. Donc il se développe de plus en plus un élevage périurbain intensif pour le bonheur de nos populations maliennes. Est-ce qu'on peut dire que certaines zones sont menacées par la crise sécuritaire? Si oui, qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Bon, c'est vrai, certaines parties sont menacées, mais les autorités sécuritaires ont pris des dispositions. La preuve est que nous sommes avec les ventes promotionnelles. Ces ventes promotionnelles, le bétail vient de Mopti, de Nyoro, de Nara, de Nyuno et j'en passe. Donc cela veut dire que ce bétail-là, il est acheminé dans des situations sécuritaires. Et la preuve, on met un laissez-passer, laisser passer ce bétail qui vient pour les populations. Donc c'est pour dire que vraiment les dispositions sécuritaires sont prises, mais cela n'empêche pas que nous sommes en tout cas en train aussi d'essayer d'alerter en cas de besoin. Alors Monsieur le ministre, vous venez d'effectuer des missions de supervision dans plusieurs régions du Mali. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces visites? Je pris l'engagement depuis que les autres autorités ont eu à nous investir de suivre le plan de campagne
validé par son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État. En 2024, j'ai eu à visiter 14 régions et en 2025, j'ai commencé avec 4 régions. J'avoue que l'élevage, bien sûr, et la pêche se portent bien parce que j'ai constaté qu'à Bougouni, par exemple, il y a l'insémination artificielle qui est vraiment en bon chemin. Il y a les systèmes hydrauliques de pastoraux qui sont là-bas pour abreuvoir 50 000 têtes de bœufs, etc. De 50 000 mètres cubes. Au niveau de Djoïla, de San et de Ségou, il y a beaucoup d'améliorations. Comme le dit l'adage, vaut mieux voir une fois que d'entendre 100 fois. Donc ces visites nous ont permis de constater sur le terrain des améliorations concernant les élevages, la pêche et l'aquaculture. Monsieur le ministre, la Guinée a interdit son sol au bétail malien. Comment abordez-vous cette situation regrettable? Nous l'avons abordé avec lucidité parce que pour nous, nous avons un protocole d'accord entre la Guinée et le Mali, la République serbe, en 2022 pour une transhumance, pour apaiser, qui s'écoule de chaque février à mai de chaque année. Mais malheureusement, les autorités guinéennes ont en janvier décidé de suspendre la transhumance sur toute l'étendue du territoire guinéen. Donc nous avons pris langue avec nos frères et ils ont effectivement augmenté le délai qu'ils avaient fixé, qui était fixé en avril, mais qu'ils ont prorogé le 2 mai. Et nous avons pris langue. Il y a une délégation technique de la Guinée qui va venir pour arrondir les angles, parce que pour nous, on a un accord. S'il y a des problèmes, le minimum, par voie diplomatique, on aurait dû nous contacter ou nous dire, voilà ce qu'il y a comme contrainte en Guinée, et nous allons ensemble essayer de trouver des solutions. Mais que cela ne tienne, en frères, nous avons effectivement pris langue et l'accord sera amendé par nos soins et par les soins de la partie guinéenne, et nous allons avoir un nouvel accord amendé qui permettra effectivement de faire bouger les lignes pour les années à venir. Mais il reste entendu que nous avons pu anticiper les choses en faisant des tournées techniques au niveau de Kita, de Kangaba et de Bougouni pour sensibiliser les populations. Et puis nous avons aussi pris le taureau par les cornes avec l'appui de nos hautes autorités. Nous sommes en train de faire des systèmes hydrauliques pastoraux pour l'abreuvement du cheptel, mais aussi essayer de donner de l'aliment bétail aux animaux qui vont venir de la transhumance. Alors, Monsieur le ministre, nous exportons le bétail sur pied, ce qui n'est pas bénéfique pour notre pays. Quelles sont les initiatives prises pour changer la donne? Nous pensons que c'est un vieux problème, mais que certainement nous allons pouvoir le solutionner. Nous avons des marchés potentiels au Sénégal, en Guinée. Nous avons des marchés potentiels au niveau de la Turquie, au niveau de la Chine, pourquoi pas, au niveau de beaucoup de pays, bien sûr, qui veulent prendre, et surtout les Émirats arabes unis, qui là-bas depuis 2014, on a une réserve de 100 000 carcasses de bœufs qu'on peut exporter, mais le préalable c'est ça. D'abord, avoir des animaux sains et avoir une viande ISO. Monsieur le ministre, votre département ambitionne de passer du système extensif au système intensif. Parlant d'élevage, quelle place occupe déjà l'insémination artificielle ou va-t-elle occuper dans ce processus-là? Par rapport à l'insémination, effectivement, nous sommes à plus de 10 000 vaches inséminées avec plus de 3 000 et quelques naissances de veaux. Il faut dire que l'insémination, ça permet effectivement d'augmenter la production et la productivité, qui est un élément essentiel de la mission du département. Imaginez-vous, je viens de
du Brésil avec la Girlando, qui est une espèce du Brésil, qui donne 100 litres en 3 traits par 24 heures. Donc, et le Mélor, qui est une espèce pour la viande, le veau entre 4 et 5 ans, il pèse 1000 kg. Donc vous voyez que l'insémination peut effectivement apporter un plus par rapport à la productivité concernant le lait et la productivité concernant la viande. Ce qui, ipso facto, permettra de réduire l'importation du lait. Aujourd'hui, nous investissons 25 à 30 milliards chaque année pour importer les laits et produits laitiers. Mais avec cette insémination intensive du bétail, bien sûr, nous n'allons pas tout transformer, mais c'est clair qu'il faut quand même atteindre une vitesse de croisière pour que la population puisse avoir les taux requis. Donc l'insémination à tous les niveaux permettra de booster les productions de lait, mais aussi de production de viande au bénéfice de nos populations maliennes. Oui, monsieur le ministre, produire, oui, mais qu'en est-il de la conservation et de la transformation? De toute façon, il faut commencer. C'est clair que si nous avons des abattoirs ISO, il est clair que les dispositions seront prises pour avoir des supermarchés afin de conserver la viande, afin de transformer la viande, mais aussi afin de transformer le 5e quartier. Vous voyez que nous exportons tout sur pied, mais aujourd'hui, si nous pouvons avoir le bénéfice du 5e quartier, nous pouvons valablement vraiment avoir un plus en ce qui concerne nos élevages. Les cuirs et peaux, les cornes et j'en passe. Alors, monsieur le ministre, l'ANCD a aussi réalisé un micro-trottoir pour recueillir les avis des Maliens, suivant ensemble. Nous avons des difficultés, nous avons vraiment des difficultés, mais nous parvenons quand même à surmonter petit à petit. Et surtout par rapport au pâturage et par rapport à l'alimentation. L'État nous accompagne et depuis tout le temps, l'État a accompagné le sous-secteur élevage et il y a les campagnes de vaccination. Et ça, la dose est comme gratuite. Et il y a la subvention de l'aliment bétail. L'éleveur malien vit de ce qu'il fait. Sous secteur mindo akanga deme abarake bagaw ou makala la abarake bagaw mago formation mais secteur pêchita jamana nyamoro ndem baga jekulu farla ñokon ka 7 milliards de bla secteur pêchita kanyoto ko vraiment au kera feñi mi yande me kosobe. Le seul constat que je peux dégager ici, c'est que je vois en longueur de journée des camions remplis de bœufs, des camions remplis de moutons qui partent vers l'extérieur. Bon, c'est vrai, les partenariats État, c'est bon. Mais quand on joue à un partenariat où ça a une conséquence néfaste sur la consommation locale, il faut essayer de voir un peu, c'est-à-dire avantager un peu la consommation locale. Monsieur le ministre, parlons globalement de la santé de nos animaux au Mali. Comment nos animaux se portent-ils côté santé? Les animaux se portent très bien. À date d'aujourd'hui, il n'y a aucune suspicion par rapport aux maladies animales. Mais nous avons des vétérinaires aguerris sur tous les territoires. Souvenez-vous que récemment, il y avait une maladie qui a été pour les volailles déclarée au Niger. Nous avons pris les dispositions pour vraiment faire en sorte que notre territoire ne soit pas contaminé. Donc nous avons des professionnels à travers tout le pays qui veillent au grain
qui veille à la santé, et s'il y a des suspicions, vraiment c'est déclaré et c'est immédiatement les dispositions sont prises pour vraiment faire face à ces suspicions. C'est le lieu de remercier, de féliciter toutes nos hautes autorités, mais aussi de voir que par rapport au laboratoire central vétérinaire, qui est un fleuron de notre pays, et qui est un fleuron bien sûr de l'AIS, mais aussi de l'UMOA, parce que ça produit des vaccins pour beaucoup de suspicions dans notre pays et exporte d'ailleurs ces vaccins dans d'autres pays. Alors, Monsieur le ministre, les animaux se portent bien, mais est-ce que nos abattoirs répondent aux normes internationales? Depuis que nous sommes là, nous sommes en train de faire des missions sur le terrain, et même souvent la nuit, pour pouvoir améliorer le plateau technique au niveau de Sabaliboko, pour former les bouchers, pour former les vétérinaires, etc., pour que la viande, depuis l'entrée dans l'abattoir jusqu'à la sortie, et même après, parce qu'il faut désinfecter, il faut traiter et puis surtout il faut laver avec l'eau potable. Donc c'est pour dire que nous sommes en chemin pour que nos abattoirs soient ISO, afin que nous puissions très rapidement exporter la viande saine à travers le monde. Et Monsieur le ministre, cela nous amène à vous poser quand même la question sur le transport de la viande au Mali. Il reste problématique, aucune mesure prise pour y faire face. J'avoue qu'il y a certainement quelques petits problèmes, sinon à la date d'aujourd'hui, il y a plus de 5, 6, 7 camions frigorifiques, dont 3 à l'abattoir Sabalibou, 2 au niveau de l'abattoir sans fil, et j'en passe. Donc c'est pour dire, comme Bamako est grand, certainement, sinon ces camions frigorifiques sont sur place pour le transport de la viande des abattoirs vers les marchés. Mais pourquoi on voit la viande dans les katakatani, sur les motos? Quelles sont les mesures prises par rapport à cela? Les services vétérinaires veillent au grain, et dès qu'il y a de tels cas, ils font la verbalisation de ces transporteurs de viande sur les motos. Des instructions étaient données dans ce sens. Ne tolérer aucun transport, parce que même il va de la santé de nos populations. La FAO a demandé à chaque pays de choisir un produit. Le Mali a choisi la viande. Et avec l'interprofession bétail-viande, nous avons effectivement pu faire aboutir à l'Organisation internationale de la propriété intellectuelle le label Mali Sogo. Le label Mali Sogo qui aujourd'hui sera en vigueur dans notre pays. Une fois que les conditions, nous allons lancer, une fois que les conditions sont réunies pour que vraiment le label Mali Sogo soit de mise, et pour que nous puissions désormais exporter la viande dans de bonnes conditions et la transformer, bien sûr. Monsieur le ministre, l'aliment bétail aussi reste un défi majeur pour le secteur. Quelles sont les actions entreprises pour faire face à la demande? L'aliment bétail, effectivement, c'est une préoccupation des éleveurs, mais il faut ici remercier son Excellence le général Assimi Goïta pour avoir pris depuis 2022 l'initiative de donner aux éleveurs, aux laitiers et aux cotonculteurs 10% de la graine de coton qui est répartie entre ces 3 groupes cibles. Ça a permis de stabiliser le prix de l'aliment bétail. Vous savez que l'aliment bétail, c'était autrefois 300 000, 400 000, mais aujourd'hui il n'a jamais atteint 300 000 avec cette initiative présidentielle. Donc ces 10% servent à faire en sorte que les animaux soient en bon point. Et les animaux sont pour la plupart en bon point depuis les lieux d'embouche jusqu'à ici
et ce qui permettra effectivement de rendre le produit disponible à des coûts abordables. Monsieur le ministre, parlons d'un autre sous-secteur important dans notre économie, le sous-secteur de la pêche et de la pisciculture. Dites-nous qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est envisagé pour rendre ce sous-secteur-là beaucoup plus contributif. Il faut le dire, il représente aujourd'hui 2,4% du produit intérieur brut. Et 2024, nous avons eu 123 000 tonnes de poissons frais dans notre pays, d'eau douce. Il faut le dire aussi que nous avons dans notre pays, avec le leadership de nos autorités, la mise en œuvre de la politique de pêche et d'aquaculture. Nous avons 70 écloseries à travers le pays. Nous avons 70 fermes modernes, 2024 sites de pisciculture recensés, 1341 bassins en ciment, 898 étangs de piscicoles en terre, 286 effectivement retenues d'eau pour la pisciculture. Donc c'est pour dire que nous avons aujourd'hui des étangs d'eau, 1700 km de surface d'eau sur le fleuve Niger et 900 km sur le fleuve Sénégal. Sur tous ces fleuves-là et ces étangs, on peut faire la pisciculture, on peut faire les cages flottantes. Souvenez-vous qu'en 2023, j'étais à Sélingué, j'ai vu des cages flottantes qui peuvent donner 300 tonnes de poissons frais chaque 6 mois. C'est vrai que ça permet de résorber le besoin en poissons de notre pays. Nous avons ces 124 000 tonnes, mais le besoin est de 400 000 à 500 000 tonnes par an. Nous sommes en train de mettre un grand programme quinquennal en œuvre, le PQEA, qui permet en fait d'accompagner les faîtières, qui permet d'accompagner les pisciculteurs, et ça permettra progressivement de combler le besoin en poissons de notre pays pour vraiment la satisfaction des besoins alimentaires de nos populations et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en ces protéines extrêmement importantes. Alors, Monsieur le ministre, nous voyons que nos cours d'eau sont assez pollués. Et quel est l'impact de ce phénomène sur la pêche aujourd'hui au Mali? Nous avons des problèmes, mais nos hautes autorités viennent de prendre une loi pour sanctionner tous les indélicats et de prendre leur matériel et le remettre au service public. Il n'y a plus question de transiger ou de faire des transactions. Donc nous veillons au grain et chaque indélicat sera sanctionné et son matériel vraiment saisi. Pas réquisitionné, mais saisi. Alors, Monsieur le ministre, vous avez parlé également de la pisciculture qui crée assez d'emplois. Beaucoup de jeunes veulent aller vers la pisciculture, mais l'aliment poisson reste un défi pour eux. C'est juste, il faut dire la vérité que pour le moment, l'aliment poisson, nous sommes en train de faire les recherches avec l'Institut d'économie rurale, qui est notre bras armé par rapport à un dosage de nos produits locaux pour permettre d'avoir un bon aliment nutritif pour le poisson. Mais en attendant, nous sommes tenus d'importer. Et c'est vrai que ça coûte cher, mais les gens vraiment ont estimé que si on investit 100 francs dans la pisciculture, on a 260 francs à l'arrivée. Alors, Monsieur le ministre, un mot également sur l'élevage de la volaille au Mali. Quels sont les projets développés au niveau de votre département pour booster ce sous-secteur? Depuis 2017, le département est en train d'accompagner les jeunes et les femmes par rapport à la mise en œuvre de ce volet. Et il y a effectivement 113 personnes qui ont bénéficié de l'accompagnement du département en rapport avec les banques et les partenaires au développement pour booster la production de volaille dans notre pays. La viande de volaille est la moins chère. Donc rassurez-vous que le département est à pied d'œuvre pour accompagner les jeunes et les femmes relativement à l'augmentation de la production de la volaille
c'est le lieu aussi de dire que avec cette transition, nous avons pu faire aboutir 4 interprofessions. Bétail, viande, lait, poisson et aviculture. Et la dernière née aviculture a fait un excellent séminaire international où nous avons eu nos frères marocains qui étaient les invités d'honneur. Donc c'est vraiment une interprofession très dynamique et les autres aussi. Alors Monsieur le ministre, on a déjà fait le tour. Est-ce que vous avez un dernier message? C'est pour vous remercier les autorités maliennes qui nous ont investis par rapport à ce département pour le pilotage et pour mettre en œuvre la politique de l'élevage, de la pêche, de la pisciculture et bien sûr du volet recherche. C'est le lieu aussi de dire à nos jeunes, je le dis très souvent, c'est la culture intensive du Jenkin grass, qui est une herbe très nutritive et qui fait 500 tonnes d'herbes fraîches par hectare et par an. Et donc ça peut nourrir 50 bovins. Je demande aux jeunes de ne plus aller au désert, de ne plus aller au niveau de la mer sans papier, mais nous avons l'eau, nous avons la terre, c'est d'avoir confiance en notre pays pour pouvoir booster notre élevage. Et la preuve est que nos autorités ont accepté d'approuver la stratégie nationale de stabilisation et de sécurisation du bétail malien à l'intérieur de nos frontières. C'est une stratégie qui va s'étaler sur 10 ans avec un programme quinquennal 2025-2029. Donc au niveau de la pêche, c'est le lieu aussi de dire nous avons un plan quinquennal pour la pêche qui fait 69 milliards et que nous sommes en train d'accompagner les jeunes et les femmes pour faire la pisciculture. La pisciculture au niveau à la maison, au niveau des étangs et au niveau du fleuve. Je l'ai dit, la rentabilité est là, 300 tonnes de poissons chaque 6 mois. Ça permettra de faire bouger les lignes et d'avoir l'autosuffisance alimentaire. Vous l'avez dit, l'autosuffisance alimentaire. L'élevage est un élément clé de la sécurité alimentaire. L'élevage et la pêche offrent de nombreux avantages économiques, sociaux et environnementaux car ils créent des emplois et des revenus et peuvent favoriser le développement économique. Nous étions pour ce numéro de Malikura Tassira avec le ministre de l'élevage et de la pêche Youbaba ici à Cathédrale. Merci beaucoup Monsieur le ministre. C'est à moi de vous Robert remercier. Bissa. Merci. Et merci à vous chers téléspectateurs. Merci beaucoup.